travaille depuis maintenant plusieurs années sur l'angiopathie amyloïde cérébrale et on a eu la chance de contribuer donc avec notre équipe à participer donc à la publication des nouveaux critères d'angiopathie amyloïde que je voudrais vous montrer ici. Avec l'idée, pendant 20 minutes, ça va être un peu juste d'illustrer les différents aspects de l'angiopathie amyloïde cérébrale, vous expliquer en reprenant les anciens critères, les nouveaux, ce qu'il va falloir retenir, en savoir un petit peu plus sur ces hémorragies qu'on banalise finalement, ce qu'on appelle microbleeds. Moi, j'utilise jamais ce terme-là, je préfère l'utiliser en français micro-saignement, parce que les secrétaires ont parfois du mal avec microbleeds, j'ai vu toutes les orthographes possibles. Et puis, en savoir, mais là aussi, ça va être juste un petit peu plus sur ce qui nous a fait rentrer dans cette maladie, nous, à Toulouse, que sont les hémorragies de la convexité. Donc les objectifs en images, vous voyez, ils sont très variés. On s'intéresse donc essentiellement aux hématomes lobaires, puisque c'est comme ça qu'il y a une vingtaine d'années, on a découvert donc l'intérêt pour cette maladie, même si, vous le savez, malheureusement, il n'y a toujours pas un soupçon de traitement pour ces amyloïdopathies. C'est une amyloïde un tout petit peu différente de l'Alzheimer, mais on en est tout proche, sauf qu'ici, il va y avoir une appétence pour que ces dépôts se fassent dans la paroi des petites artères de la convexité du cerveau, des artères méningées et corticales, qui vont voir donc leur diamètre s'épaissir, mais bien sûr se fragiliser également, ce qui va aboutir à la survenue d'hémorragies spontanées. Chez des sujets, malheureusement, on est vieux, sachez-le, de plus en plus tôt, puisque l'âge avant la dernière version d'entrée dans la maladie devait se faire après 55 ans. Maintenant, on a gagné ou perdu 5 ans, puisqu'on se considère à risque de faire une angiopathie amyloïde à peine le cap des 50 ans franchi. En tout cas, ça va augmenter avec l'âge, ça c'est certain, et même sans facteur de risque, on risque donc de développer de l'angiopathie amyloïde, ce qui va aboutir à la survenue d'hématomes lobaires successifs, récidivants, puisqu'il n'y a pas de traitement, et c'est important, non simultanés. Tout ça va bien sûr conduire à une destruction successive du cerveau et au mieux à de la démence, sinon au décès. Alors rentrons donc dans le vif du sujet avec ces hématomes lobaires. Ils étaient le premier critère dans le papier donc, il y a une vingtaine d'années qui a permis donc, de définir ces fameux critères de Boston. C'est Greenberg qui est le pape de l'angiopathie amyloïde qui travaille là-bas, avec 4 stades et il faut de l'anapathe, même de l'autopsie pour arriver au diagnostic final d'angiopathie amyloïde. Même avec une biopsie, on n'en est que moyennement certain. En tout cas, on ne fait quasiment jamais ça. Donc ce qui nous intéresse, c'est de porter le diagnostic sur l'image et on va possiblement faire le diagnostic ou on va surtout essayer avec l'imagerie d'être probablement sur de l'angiopathie amyloïde si on veut être puriste d'un point de vue sémantique. Alors comment on fait la différence entre le 2 et le 3, ou plutôt entre le 4 et le 3 ? Vous le voyez, on rentre dans la maladie par un hématome lobaire. Chez quelqu'un donc de plus de 55 ans à l'époque, 50 ans aujourd'hui, qui n'a pas de cause, et on a vu l'importance de trouver l'étiologie à ces hémorragies spontanées. Donc on ne retrouve pas de cause, donc c'est un peu par défaut que s'il n'y a pas de cause face à un hématome lobaire, on dit c'est possiblement de l'angiopathie amyloïde. Comment on passe à probablement ? Si justement l'IRM, il ne faut pas dire le scanner, mais l'IRM va nous montrer des stigmates hémorragiques ailleurs, qui épargnent en tout cas les noyaux gris centraux. Donc je vais mettre cet âge limite maintenant qui est admis, de 50 ans. Ces critères de Boston, donc on va les rappeler, c'est les anciens, mais on va les évoluer au fil de cette présentation. Concernent donc des hématomes en dehors de la région profonde du cerveau, en dehors des noyaux gris, en dehors de la capsule interne. Et cet hématome lobaire, il va falloir s'assurer qu'il n'y ait pas une macro-lésion vasculaire dessous, pour dire que c'est possiblement une angiopathie amyloïde et c'est probablement une angiopathie amyloïde si, comme dans cet exemple, on va voir, notamment avec le T2 étoile, donc des stigmates hémorragiques ailleurs, à la surface du cerveau et qui épargnent la profondeur. Que ce soit des macro-hémorragies, des hématomes qui peuvent passer inaperçus dans des zones peu éloquentes, ou de petits spots qui sont totalement asymptomatiques, ou même, donc, on va bien sûr s'étendre dessus, ces tatouages, comme je les appelle, de la surface des sillons cérébraux qu'on appelle l'hémosidérose.
Greenberg avait compris il y a déjà une quinzaine d'années qu'il y avait ce terme de microblitz qui pouvait prêter à confusion et il avait fait un papier exprès pour bien préciser ce que devait être un microsaignement. Il s'agit donc très probablement d'une de ces petites artères de la surface du cerveau qui saignotent sans que ce soit symptomatique et c'est détecté uniquement par un artefact que les séquences de susceptibilité magnétique, comme le T2 étoile, peuvent révéler. Et donc, il faut que ce soit évidemment un saignement isolé, c'est-à-dire qu'on le laisse à distance d'une structure tubulaire qui est un vaisseau adjacent, qu'on soit dans le cerveau, mais c'est-à-dire qu'il y ait au moins la moitié de la circonférence de cette anomalie qui soit au minimum à la surface donc, de cet artefact. Ce n'est pas quelque chose qui flotte dans le sillon, ce n'est pas un vaisseau. Et puis, on va s'assurer aussi qu'on soit en dehors d'une autre cause d'hémorragie, notamment qu'il n'y ait pas eu de traumatisme crânien, qui peut laisser, vous savez, avec ces cisaillements axonaux, le même genre d'image. Donc, les hyposignaux T2 étoiles, c'est de la description. Dire que c'est un microsaignement, c'est déjà de l'interprétation. Donc, tout hyposignal T2 étoile n'est pas forcément une hémorragie, et tout hyposignal T2 étoile hémorragique n'est pas forcément de l'angiopathie amyloïde. On va les voir ici en détail sur cette diapositive, avec, dans ce contexte justement de traumatisme crânien, des cisaillements axonaux qui sont plus volontiers antérieurs, frontaux, pourquoi pas associés à des contusions hémorragiques. On va le voir, la distribution est plutôt postérieure dans l'angiopathie amyloïde. En tout cas, cisaillements axonaux, il y a le contexte qui nous fait éliminer, bien sûr, ce diagnostic. Vous avez ici des lésions qui sont profondes dans le thalamus, qui peuvent être également superficielles. Ça, c'est tout à fait donc, classique de l'angiopathie hypertensive qui va toucher donc, les perforantes à la profondeur du cerveau. Quand on a, comme ici, j'ai envie de dire, un macro-saignement, ou en tout cas un macro-hyposignal, ce n'est pas forcément donc, un saignement, mais il peut y avoir du sang qui circule dedans. Je vous rappelle que le cavernome, c'est une malformation vasculaire au stade capillaire, et le sang circule dedans. C'est la déoxyhémoglobine qui lui donne cet aspect identique finalement à celui de l'hémosidérine qui ne circule plus. La périphérie de ce cavernome ne circule plus et apparaît donc avec un hyposignal de la même manière. En tout cas, les cavernomes de grande, de petite taille, vous le savez, apparaissent en hyposignal et sont volontiers corticaux et sous-corticaux et donc peuvent mimer ceux de l'angiopathie amyloïde. Ici, en voici plusieurs, ils sont essentiellement corticaux, sous-corticaux, sauf que, attention, il s'agit là de calcification. Les calcifications multiples corticales comme ça sont très évocatrices donc, de cysticercose. Il ne doit pas y en avoir beaucoup dans la région, mais c'est la première cause d'épilepsie sur la planète, vous savez, donc c'est quelque chose de relativement fréquent dans certaines contrées. On a, alors ici c'est en profondeur, la question ne se pose pas, mais des dépôts de fer, en tout cas ce sont des hyposignaux, comme des hyposignaux qu'on peut avoir dans des métastases hémorragiques ou des métastases de mélanome. Autre anomalie qui peut donner de multiples hyposignaux T2 étoiles, là aussi très artefactuels, ils semblent superficiels dans le cerveau, corticaux, mais en fait, vous voyez chez ce même patient, le T1, que ces hyposignaux sont en fait dans les sillons, ils ne sont pas corticaux, c'est l'artefact qui les fait comme ça envahir la surface du cerveau, mais qu'est-ce qui est en hyposignal T1 et T2 finalement? De l'air. La graisse c'est en hyper T1. Donc là, c'est une pneumocéphalie, il y avait eu une chirurgie de l'étage antérieur, donc attention à ça. Et puis une autre cause d'épilepsie du sujet âgé, qui peut donner des hyposignaux corticaux qui n'est pas très connu, ce sont en fait des microfragments de valves mécaniques cardiaques, ces bras de valves mécaniques peuvent se fracturer et envoyer par la circulation donc des débris métalliques qui vont irriter le cortex. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir repérer et surtout identifier pour ne pas en faire l'amalgame avec l'angiopathie amyloïde. Alors une fois qu'on a bien cet éventail en tête, qu'on est confronté à la réalité, on a un hématome survenu de manière aiguë. Une fois qu'on a éliminé avec l'injection, on l'a vu tout à l'heure, de produits de contraste au scanner, éliminé une macro-lésion, on s'intéresse à qu'est-ce qu'il y a dessous, quelle est l'étiologie, est-ce qu'il y a une micro-angiopathie. Ces deux hématomes peuvent apparaître profonds et en fait, ils sont très différents. Bien sûr, il y a de la leucopathie associée, on est sur une micro-angiopathie. Donc c'est le T2 étoile qui va nous faire
comprendre quelle est l'importance de réaliser une IRM dans le bilan étiologique de ces anomalies, pour montrer finalement, tiens, vous voyez au passage, je vous assure, c'est le même malade, comme l'hématome a grossi, je ne sais pas quelle est la valeur de tous ces signes qu'on a vus tout à l'heure, hein, même en absence, ils peuvent grossir, mais en tout cas, vous avez ici une épargne des noyaux gris, cet hématome n'était pas profond, rappelez-vous du 5e lobe du parenchyme cérébral, qui est le lobe insulaire, donc on a des hématomes qui peuvent apparaître profonds, alors qu'il est à l'extérieur, vous le voyez, du noyau lenticulaire, il est donc insulaire, donc lobaire. Ici, on est capsulothalamique, on est clairement sur un hématome profond, donc vous avez ici une épargne des noyaux gris et une multitude de microsaignements postérieurs, c'est de l'angiopathie amyloïde, c'est exactement l'inverse dans l'hématome profond, vous avez bien la confirmation en faisant du T2 étoile qu'il y a tout autant de pétards mouillés qui n'ont pas donné d'hématome, mais qui ont saignoté du fait de cette HTA qui a abîmé les perforantes. Maintenant, d'autres signes, parce que quand on s'intéresse à une maladie, on regroupe les dossiers, on les analyse et on cherche toujours à affiner finalement le diagnostic au travers de certains détails. Sujet âgé, épargne relative du cerveau, très beau volume, quelques hypersignaux, mais pas de chance, une hémorragie. Une hémorragie importante, volumineuse, superficielle, qui épargne les noyaux gris. Et quand on zoome, en fait, on voit que c'est tellement superficiel que juste à distance de cette hémorragie, vous avez des sillons qui sont remplis, mais surtout, vous avez un hématome sous-dural. Et c'est assez logique quand on y pense, si les dépôts ils sont corticaux ou méningés, qu'il y ait une suffusion comme ça dans les espaces péricérébraux. Et donc on s'est intéressé à savoir quand et comment on voyait ce signe, toute hémorragie confondue. Et il s'avère que dans l'HTA, où vous avez parfois ces angiopathies mixtes qui sont profondes et superficielles, on peut avoir des hématomes, ou même pour les autres causes d'hématomes lobaires, on a beaucoup moins souvent une suffusion en dehors du cerveau. Et donc, l'équation n'est pas celle simplement d'un hématome intraparenchymateux, mais pour arriver à ce diagnostic d'angiopathie amyloïde, c'est quand vous avez un sous-dural plus deux sous-arachnoïdiens, là, vous pensez tout de suite à de l'angiopathie amyloïde. C'est très superficiel, donc ça saigne en dehors du cerveau. Donc voilà pour l'hématome profond, l'hématome lobaire, l'hématome parenchymateux, mais on vient de voir à quel point ça peut être superficiel, ça peut être même en dehors du cerveau. Et c'est ça qui nous a beaucoup intéressé, sur lequel on a travaillé, c'est ces petites hémorragies de la convexité au début, qu'on a banalisées parce qu'il y a un seul sillon, et les patients n'ont même pas mal à la tête. Mais on va voir que c'est loin d'être anodin. C'est certes une présentation moins fréquente, mais parce qu'elle est probablement sous-diagnostiquée, elle était mal connue il y a encore quelques années, mais surtout, ça doit être une des seules, pour ne pas dire la seule, hémorragie sous-arachnoïdienne qui ne donne pas de céphalée. Et donc, si les patients n'ont pas mal à la tête, ils arrivent souvent de manière retardée, parce qu'il s'est malgré tout, parfois, passé quelque chose de clinique, ces fameux TFNE, des signes neurologiques qui ont été transitoires, qui sont pris soit pour un AIT, soit pour un phénomène épileptique. On a eu la chance de pouvoir faire un enregistrement à l'EEG pendant un de ces phénomènes, et donc on a publié ça parce que sur le côté transitoire, sur le côté post-clinique, puisque les patients arrivaient après, on s'est posé des questions, est-ce que ce n'est pas un phénomène épileptique? Et en fait, pas du tout. L'EEG était très en faveur, finalement, comme dans la migraine avec aura, de dépression corticale. Il se passe un phénomène qui finalement devient vasculo-électrique pour mettre au repos, pendant un temps, la zone dans laquelle il y a eu l'hémorragie, et après, magie, on n'est plus symptomatique. Mais ce qui fait que les patients arrivent de manière retardée. Et donc on peut rater au scanner ces hémorragies qui occupent un, voire deux sillons à la convexité du cerveau, où parfois les manips oublient de faire les coupes jusqu'en haut. Donc ça, c'est capital de scruter ça, parce que là, combien est-ce qu'il y a de sillons d'atteints finalement? On a l'impression qu'il y en a un, parce qu'il y en a un qui est aigu, mais celui-là, il faut savoir le voir, parce que vous allez parfois voir des patients 3, 4, 5, 7 jours après l'événement clinique qui arrivent, et on rate des phénomènes hémorragiques parce qu'ils sont devenus isodenses. Et donc ça, c'est important de bien identifier des sillons manquants à la convexité du cerveau qui peuvent être remplis simplement d'un sang isodense. Alors pourquoi c'est important de ne pas rater ça? Parce que ça peut être l'entrée dans la maladie, mais il faut aussi garder à l'esprit que cette même image
peut être due à tout à fait autre chose. On l'a vu, mais à ce moment-là, le contexte clinique est différent. Une jeune femme qui a ça, avec surtout des maux de tête, eh bien, vous allez avoir la fameuse thrombose étendue ou pas. Des structures veineuses, on l'a vu dans ces hémorragies isolées face à une thrombose corticale, par exemple, mais ça peut être un sinus qui est totalement rempli. La même image, vous pouvez la voir dans tout un tas d'étiologies, on en avait rapporté, on avait fait un algorithme pour arriver au diagnostic, mais en tout cas, le syndrome de vasoconstriction est un classique. Mais dans ce cas-là, comme dans l'autre, il y a une céphalée. Et ça, c'est très important cliniquement de différencier chez ces patients âgés l'absence de maux de tête face à ces hémorragies. Un autre exemple où est l'hémorragie ici, eh bien, elle est plus postérieure, mais on a rencontré tout un tas de causes dans lesquelles il y avait finalement des hémorragies de la convexité qui étaient dues à la rupture d'anastomose face à des sténoses intra, ça se comprend, crânienne, mais aussi extracrânienne finalement, même face à une sténose du bulbe carotidien, on avait chez ce patient une hémorragie de la convexité par des anastomoses corticopiales fragiles, mais céphalées. Alors, ces hémorragies, elles étaient parfois comprises comme des phénomènes post-critiques, parce que pas de céphalée et un déficit transitoire. Et on a fait de l'IRM pour mieux identifier ça, et puis on voit en fait que le cerveau a déjà subi ce genre d'hémorragie, avec plus ou moins de manière étendue d'autres foyers à distance de celui qui est aigu ici. Voici un exemple caractéristique où on se dit, bon, il n'y a pas grand-chose, il y a un peu de leucopathie, et en fait, le cerveau est totalement tatoué de phénomènes itératifs, successifs, répétitifs, hémorragiques. Mais une question. Ils sont où nos fameux microsaignements ? On a l'impression qu'on est dans un pattern totalement différent ici. On n'est pas dans le parenchyme, on est à la surface. Alors c'est peut-être moins grave ? Eh bien pas du tout. Alors certes, on a peut-être un autre aspect, puisqu'il y avait des papiers qui disaient que quand on a ça, il y a moins de microsaignements. Mais voilà, ça c'est clairement aujourd'hui un warning sign, un signal d'alerte, parce que ça peut saigner. Dans les jours qui suivent, il y a une prise de contraste quand on injecte du gadolinium, il y a une réaction inflammatoire, il y a une fragilisation, et à l'époque, quand on connaissait pas bien, on se disait, le malade, il n'a plus rien, il a une toute petite hémorragie, il n'a pas mal à la tête, on va attendre un moment pour faire l'IRM, mais voilà. Il y en a qui, une fois hospitalisés simplement dans l'attente de leur diagnostic, de leur IRM, faisaient un hématome à cet endroit-là. Et ça a été bien rapporté parce que finalement, c'est une urgence de détecter cette petite hémorragie non douloureuse à la convexité du cerveau. Donc, il faut faire le T2 étoile, et vous voyez tous ces microsaignements, ça épargne la profondeur du cerveau, c'est de l'angiopathie amyloïde. Un exemple, ici, ça vient d'une autre institution, on a récupéré le dossier, vous allez vite comprendre pourquoi. Où est l'hémorragie, s'il vous plaît ? Où est cette fameuse hémorragie isodense qu'on peut rater ? Vous voyez ? Donc je vous assure que dans une pile de scanners, on peut tout à fait passer à côté. Donc ici, dans cette autre institution, il y avait cette hémorragie qui avait été confirmée par l'IRM après, sauf qu'à l'époque, pas de T2 étoile, allez savoir, mais du gado qui avait montré cette réaction inflammatoire que je viens de vous décrire. Le diagnostic était celui d'une thrombose veineuse corticale. C'est comme ça. Le patient a donc été mis sous anticoagulant, et c'est là où on récupère donc chez nous le malade pour la survenue donc de ce gros hématome. Et simplement avec le T2 étoile, on aurait vu la multitude de microsaignements ailleurs qui épargnent les noyaux gris et qui auraient fait faire tout ce qu'on veut sauf mettre le malade sous anticoagulant. Importance de l'IRM, mais importance de ces hémorragies qui épargnent le cerveau au début, mais vous le comprenez, qui peuvent venir après. D'où, dans la deuxième version, celle de 2010, l'inclusion de ces hémorragies de la convexité au même titre qu'un hématome lobaire. Alors, voici un autre exemple. L'hématome est lobaire, vous l'avez compris, vous avez le réflexe de regarder en dehors du cerveau. Oui, il y a une suffusion hémorragique sous-arachnoïdienne et sous-durale, mais aussi, on a un autre foyer hémorragique, angiopathie amyloïde probable. Mais regardez maintenant. Il y a le T2 en spin écho qui a de plus en plus tendance à être oublié, et pourtant il va revenir à la mode, parce que si je vous zoome ça dans les centres semi-ovales, vous avez une multitude de petits points blancs que le flair ne montre pas, puisque ces espaces sont normaux. Ce sont les fameux espaces de Virchow et Robin qui sont dilatés de manière totalement anormale dans l'angiopathie amyloïde.
On a parlé du réseau glymphatique, on pense que ça en fait partie, et que cette dilatation des espaces Virchow-Robin fait que le réseau glymphatique ne marche plus et qu'il y a une fameuse accumulation de ces protéines amyloïdes. Et ça, c'est aujourd'hui un vrai signe dans les nouveaux critères. Alors comment on regarde? Eh bien, visuellement, on détecte la coupe où il semble y en avoir le plus. On va compter sur un hémisphère le nombre de petits points blancs. Si vous en avez plus de 20, c'est un signe de sévérité, c'est un signe de la substance blanche qui est donc anormale dans l'angiopathie amyloïde. Et donc on va s'intéresser aux anomalies aussi de la substance blanche, parce qu'il y en a. Alors c'est une distribution un petit peu plus postérieure que dans l'HTA, il n'y a pas de différence de leur distribution si on est sur une forme avec un hématome parenchymateux ou une hémorragie de la surface du cerveau, mais surtout en faisant de la diffusion, on va voir que de temps en temps, paf, on tombe par-dessus sur un phénomène ischémique aigu, parce que c'est de ça dont il s'agit. On fait de l'IRM à tous nos hématomes, et surtout à nos hématomes lobaires. N'oubliez pas de faire de la diffusion, parce qu'on va voir à distance des petits spots hémorragiques. Donc on s'était intéressé à ça, on avait regardé sur une cohorte d'environ 300 hématomes, quel était finalement le rendu, l'intérêt de cette imagerie de diffusion, qui montre, vous le voyez, ben, pas si rarement que ça, des spots à distance de l'hématome, bien sûr. Et donc, dans 15% des hématomes intraparenchymateux, on a des phénomènes ischémiques. Et ça, c'est vachement important, parce que ça nous signe bien qu'il y a une microangiopathie active, une microangiopathie qui est à la fois ischémique et hémorragique. Et quand on est comme ça dans les centres semi-ovales, c'est très en faveur, face à un hématome lobaire, de l'angiopathie amyloïde. Et donc, il y a des hypersignaux flaires, mais il y a aussi des hypersignaux diffs qui vont devenir des hypersignaux flaires, parce que c'est de la microangiopathie ischémique aussi. Et c'est pour ça que dans les nouveaux critères, finalement, on intègre ces anomalies de la substance blanche des centres semi-ovales. Et si vous avez 20 espaces de Virchow-Robin ou 10 hypersignaux dans les centres semi-ovales, eh bien vous pouvez remplacer une des deux hémorragies attendues pour l'angiopathie amyloïde probable. Donc ça reste ça les nouveaux critères. Plus de 50 ans, j'ai une hémorragie en dehors des noyaux gris, elle est unique, c'est pas grave, parce qu'il en faut au moins 2 pour être dans la probable, je peux la remplacer par un des signes de la substance blanche aujourd'hui. Voilà pour conclure, donc, une minute juste sur l'angiopathie amyloïde inflammatoire. C'est des grandes plages d'œdème avec des prises de contraste leptoméningées. Vous faites du T2 étoile et dessous, aux révélations, il y a des petits spots hémorragiques. On faisait de la biopsie avant parce qu'on se demandait ce que c'était, c'est pas du lymphome, ça régresse sous corticoïdes. Ouf! Pas du tout, c'est de l'angiopathie amyloïde qui est gravissime. Les patients, c'est 30% de mortalité dans les 2 ans. Donc là aussi, faire le diagnostic et annoncer malheureusement les mauvaises nouvelles. Voilà pour conclure, donc ces nouveaux critères. Désolé, j'étais un petit peu long, j'ai voulu bien expliquer ces nouveaux critères en les amenant à partir des anciens. Il y a une grande différence clinique, c'est qu'on peut rentrer dans l'angiopathie amyloïde par un trouble cognitif et pas seulement une hémorragie. Et donc, même si vous n'avez qu'un seul microsaignement, mais ces anomalies de la substance blanche, eh bien, vous pouvez, avec les nouveaux critères, dire qu'il y a une angiopathie amyloïde. Malheureusement, vous l'avez bien compris, pas de traitement, mais ça, c'est l'avenir qui le fera. Merci beaucoup pour votre attention.